À la fin des années 1800, le Chicago Times-Herald écrivait « C'est un prodige de méchanceté, un démon humain, un être si impensable qu'aucun romancier n'oserait inventer un tel personnage. » L'individu auquel il faisait référence était H. Holmes, un homme si méprisable qu'il a conçu son propre château meurtrier. Voici l'histoire tordue et terrifiante de ce tueur en série. Les débuts de la vie. La première chose à savoir sur H. Holmes est que son vrai nom n'est pas H. Holmes. En tant qu'expert en escroquerie, il a pris plusieurs pseudonymes. De son vrai nom Herman Webster Mudgett, il est né en 1861 à Gilmanton, dans le New Hampshire. Il est né dans une famille aisée et s'est montré très tôt prometteur à l'école. Il s'intéresse à la médecine et est destiné à devenir médecin. Enfant, il menait des expériences sur des animaux. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus sinistres. On dit qu'il est fasciné par les squelettes et par la mort. À l'âge de 16 ans, Holmes a rencontré Clara Lovering, son amour de lycée, qui était également la fille d'une famille aisée. Ils ont eu un fils en 1880. Il a suivi des études de médecine à l'Université du Michigan, où son comportement est devenu encore plus sinistre. En tant qu'étudiant en médecine, il avait désormais accès à des cadavres et a commencé à faire des expériences sur eux. Il a également utilisé ses corps pour commettre des fraudes à l'assurance. La rumeur veut que Holmes ait volé des cadavres à l'école, qu'il ait brûlé ou défiguré leur corps et qu'il ait fait croire qu'ils avaient été impliqués dans un accident. Holmes souscrivait une police d'assurance pour ses corps et se faisait passer pour le principal bénéficiaire. Il a également utilisé d'autres corps prélevés dans des tombes et des morgues pour commettre cette fraude. L'obtention du diplôme de Holmes coïncide avec le moment où Clara en a assez de lui et le quitte pour toujours. On dit qu'il est violent envers Clara, qui part avec son fils et retourne dans le New Hampshire. Holmes, quant à lui, s'installe à Chicago, la ville des vents. La ville des vents. En 1886, Holmes obtient un poste de pharmacien à Chicago et travaille sous la direction du docteur Edward Holton. Lorsque le propriétaire décède, la gestion du magasin est confiée à sa femme, Julia Conner. Cependant, Holmes convainc la veuve qu'il peut gérer la pharmacie seul. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Holmes et Julia auraient eu une liaison. Ce dont nous pouvons être certains, c'est que Julia et sa fille Pearl ont disparu et que Holmes a prétendu qu'elle avait déménagé en Californie. Holmes a ainsi pris le contrôle total de la pharmacie. C'est à Noël 1891 que Julia Conner a été vue pour la dernière fois en vie. Quelques mois plus tard, Holmes a engagé un homme de la région pour enlever la peau du cadavre d'une femme anormalement grande qui devait être vendue à une école de médecine. Par coïncidence, Julia mesurait 1,90 m. Holmes épouse bientôt sa seconde femme, Myrta Belknap. Et ce, bien que Holmes et Clara n'aient jamais officiellement divorcé. Il exerçait ce métier sous le nom de docteur, Henry H. Holmes. Il était apparemment un grand fan de Sherlock Holmes, mais ce n'était pas la résolution de crimes qui l'intéressait. Lorsqu'il dirigeait sa pharmacie, il a curieusement demandé à tous ses employés de souscrire une assurance vie. En tant qu'employeur, il a accepté de payer toutes les primes. À première vue, il s'agissait d'une décision excessivement prudente qui a éveillé encore plus de soupçons lorsqu'il leur a demandé d'inscrire son nom comme bénéficiaire. Ainsi, si l'un d'entre eux venait à décéder, Holmes gagnerait beaucoup d'argent. Holmes était également un coureur de jupons en série. Romantique à souhait, il incitait également ses partenaires à souscrire une assurance vie et, comme vous l'avez deviné, il s'en faisait le premier bénéficiaire. Pas de code moral. Eric Larson, qui a écrit le livre The Devil in the White City, Le diable dans la ville blanche, sur Holmes, affirme qu'il n'avait absolument aucun code moral. Cela a fait de lui un menteur et un manipulateur hors pair. Si vous ou moi disions un mensonge, nous pourrions montrer des signes de nervosité ou d'anxiété lorsque notre code moral tente de nous faire trébucher. Sans ce code, Holmes était libre de mentir sur tout ce qu'il voulait. Pour Holmes, tuer était aussi normal que de héler un taxi. C.E. Davis, qui a été engagé par Holmes pour tenir son comptoir de bijouterie, a déclaré « Holmes me disait qu'il avait un avocat payé pour lui éviter des ennuis. Holmes me disait qu'il avait un avocat payé pour lui éviter des ennuis, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était la courtoisie et l'audace de cet homme qui lui permettaient de s'en sortir. Il était le seul homme aux États-Unis à pouvoir faire ce qu'il faisait. » À cette époque, ses victimes idéales sont des femmes séduisantes, issues de familles aisées. Lorsque John Bartlow Martin a écrit sur Holmes pour le magazine Harper's, il a déclaré « Presque sans exception, ses victimes semblaient avoir deux choses en commun, la beauté et l'argent. Presque sans exception, ses victimes semblaient avoir deux choses en commun, la beauté et l'argent. Elles perdèrent les deux. » L'une des plus grandes esclaves de sa tromperie est Emmeline Cigrand, l'homme à femme. Alors qu'il tient sa pharmacie à Chicago, Holmes se lie d'amitié avec un certain Benjamin Pitezel. Pitezel souffrait d'alcoolisme et s'était rendu chez un médecin à Dwight, dans l'Illinois, pour se faire soigner, car on pensait que quelqu'un détenait un médicament capable de guérir sa dépendance. À son retour,
Il dit à Holmes que la secrétaire du cabinet de ce médecin est l'une des plus belles femmes qu'il ait jamais vues. Sur la base de ces références, Holmes écrit à Sigrand et lui propose un poste de secrétaire et de sténographe. Il lui offre le double de son salaire actuel, ce qu'elle accepte. Lorsqu'elle travaillait pour lui, il lui offrait souvent des cadeaux et essayait de lui faire la cour. Holmes disait que tous ceux qui disaient du mal de lui n'étaient que des jaloux de sa réussite. Il la convainc également qu'il est le fils d'un lord britannique. Il n'avait pas de code moral et pouvait donc lui mentir à l'aise. Et n'oubliez pas qu'il était censé être un homme heureux et marié pendant tout ce temps. Peu à peu, elle cède à ses avances et devient bientôt sa maîtresse. Ce qui s'est passé par la suite reste un mystère. Les parents d'Emmeline reçoivent une lettre expliquant qu'elle s'est enfuie avec un certain Robert Phelps. Or, Robert Phelps n'a jamais existé. On pense qu'il s'agit d'une lettre falsifiée par quelqu'un qui connaît très bien l'écriture d'Emmeline. Emmeline ne sera pas la dernière femme à disparaître. Nous sommes à l'aube de l'ère moderne, où les femmes ont de plus en plus d'indépendance. Cela signifie que les femmes voyagent seules et poursuivent leur propre carrière. Et des personnes comme Holmes profitent de ce nouveau phénomène. Dans les années qui suivirent, Chicago devint l'un des endroits les plus excitants au monde pour venir y vivre. L'Exposition universelle. En 1893, Chicago devait accueillir l'Exposition universelle, qui coïncidait avec le 400e anniversaire du voyage historique de Christophe Colomb à travers l'océan Atlantique. L'organisation de cet événement à Chicago n'a pas manqué de susciter de vives réactions. New York et Philadelphie étaient considérées comme des villes plus appropriées, et c'était l'occasion pour Chicago de faire ses preuves sur la scène mondiale. 4 ans plus tôt, Paris avait organisé l'Exposition universelle et choisi cet événement pour présenter un édifice peu connu, la Tour Eiffel. Des millions de personnes sont venues du monde entier et Paris a placé la barre très haut en ce qui concerne les attentes. Devant l'affluence de visiteurs dans la ville des vents, Holmes propose l'idée de construire son propre hôtel. La ville avait besoin d'un maximum d'hébergement, ce qui donna à Holmes l'occasion idéale de financer sa construction et de recevoir des prêts et des investissements. En fait, aucun constructeur ou architecte n'était en mesure de dire exactement ce que contenait ce bâtiment. La seule personne qui connaissait tous les tenants et aboutissants de ce bâtiment était H. Holmes. En fait, Holmes n'a cessé d'embaucher et de renvoyer des ouvriers tout au long de la construction. De cette manière, personne n'avait une idée précise de ses plans. En outre, il pouvait également accuser les ouvriers de mal travailler et refuser de les payer pour leurs services. Le futur gardien du bâtiment était un immigrant irlandais nommé Patrick Quinlan. Quinlan a aidé Holmes à construire certaines des trappes et à recouvrir d'amiante certaines des pièces, mais n'a jamais remis en question la nécessité de ces mesures. Pour être honnête avec Quinlan, il est possible qu'il ait pensé que son patron était un escroc, mais rien de plus. Ses trappes et ses passages servaient à cacher des meubles lorsque ses créanciers venaient lui rendre visite. Holmes avait acheté tous les meubles à crédit, puis n'avait plus payé ses factures. Lorsque des hommes sont arrivés pour reprendre possession de ces meubles, ils étaient tout simplement introuvables. Un jour, un déménageur est entré dans le bâtiment et l'a trouvé complètement vide. Mais il est apparu clairement que ces pièces et passages cachés avaient un motif bien plus grave. Comme l'explique John Bartlow Martin, le château avait avalé les meubles comme, plus tard, il avalerait des êtres humains. Le château. Il y avait 35 petites pièces sans fenêtres. Il y avait aussi des escaliers et des portes qui ne menaient nulle part. Des Judas permettaient à Holmes de voir comment se portaient ses victimes, et des pièces insonorisées empêchèrent d'entendre leurs cris. Le bâtiment fut rapidement surnommé Murder Castle, château du meurtre. C'est au sous-sol que Holmes va mettre à profit son diplôme de médecine. Il y a une table de dissection où il peut examiner des corps. Comme il l'avait fait avec les animaux dans sa jeunesse, il pouvait maintenant disséquer et expérimenter avec des squelettes humains. Une fois qu'il a terminé, il y a un crématorium où il peut réduire les corps en cendres. Il y avait aussi de l'acide qu'il pouvait utiliser pour les dissoudre. Une fois le projet achevé, Holmes passe des annonces pour recruter du personnel et des locataires. Il a également publié une annonce indiquant qu'il était un riche célibataire et qu'il cherchait une femme. Là encore, tous les employés ont été curieusement contraints de souscrire des polices d'assurance vie. Bien que l'établissement ait été présenté comme un nouvel hôtel passionnant à Chicago, tout cela n'était qu'une ruse. Adam Selzer, auteur de H. Holmes, The True History of the White City Devil, a déclaré, lorsqu'il a ajouté un 3e étage à son bâtiment en 1892, il a dit aux gens qu'il s'agirait d'un espace hôtelier, mais celui-ci n'a jamais été terminé, ni meublé, ni ouvert au public. L'idée n'était qu'un moyen d'escroquer les fournisseurs, les investisseurs et les assureurs. Avec la création d'une nouvelle entreprise, Holmes a besoin de nouveaux employés. Et qui dit nouveaux employés dit nouvelle disparition. Un nouveau secrétaire, Minnie Williams, est une actrice en herbe qui s'est proposée comme secrétaire personnelle de Holmes. Holmes a eu vent du fait qu'elle possédait une propriété à Fort Worth et a accepté de l'engager.
Holmes, comme à son habitude, essaya de charmer et de courtiser cette secrétaire une fois de plus. Et une fois de plus, elle fut éprise de cet homme. Elle est tellement enchantée qu'elle lui cède la propriété de Fort Worth. Holmes et Minnie se sont présentés comme mari et femme et ont loué un appartement ensemble sans que l'on sache très bien ce qu'en a pensé sa véritable épouse. Après des années d'attente, l'exposition universelle arrive enfin et Minnie invite sa sœur Nanny à Chicago pour assister à cet événement historique. Pour beaucoup de gens de l'époque, c'était la première fois qu'ils voyaient des choses comme des automobiles, des hamburgers, des hot dogs, des éclairages électriques et des films en mouvement. Pour rivaliser avec la nouvelle tour Eiffel en France, Chicago a mis en place une toute nouvelle structure qui n'avait jamais été vue auparavant. Elle a fait appel à George Washington Gale Ferris, qui a conçu la toute première grande roue. Cette foire était une passerelle vers ce à quoi ressemblerait le XXe siècle. Et l'entrée ne coûtait que 50 cents. L'architecte Daniel Burham, qui a inspiré la foire, a déclaré « Ne faites pas de petits projets, ne faites pas de petits projets. Ils n'ont pas la magie nécessaire pour faire vibrer le sang des hommes et ne seront probablement pas réalisés. » Ce niveau d'ambition était également porté par un homme de l'autre côté de la ville, mais avec des objectifs bien plus sombres. Un tueur lâche. Pour Erik Larson, il s'agissait d'une époque où un événement incroyablement optimiste se produisait exactement en même temps que quelque chose d'incroyablement sombre et inquiétant. Nanny est impatiente de voir l'exposition universelle, mais aussi de revoir sa sœur et l'homme dont elle avait parlé avec tant d'affection. Elle est loin de se douter qu'avant ses lettres, les circonstances ont changé. Lorsque son train arrive du Texas à Chicago, seul Holmes est là pour l'accueillir à la gare. Lorsqu'ils sont enfin arrivés chez elle, Holmes l'a emmenée chez lui et a montré à Nanny son vrai visage. Il lui a pris tout son argent et l'a poussée dans un coffre-fort hermétique de l'immeuble où elle est morte par asphyxie. Quant à Minnie, Holmes l'a chloroformée pendant son sommeil et a jeté son corps dans une cave. Selon Larsen, c'était sa principale méthode pour tuer. Changement de décor. Une fois l'exposition universelle terminée, l'économie de Chicago s'est effondrée. Plus personne ne venait dans son hôtel, et il a donc dû trouver de l'argent par d'autres moyens. Le 13 août 1893, une partie de l'hôtel prend feu de façon suspecte. Toutes les personnes qui s'y trouvaient ont réussi à s'échapper. À cette époque, Holmes s'est peut-être fait une réputation. Il souscrit une assurance pour le bâtiment auprès de 4 compagnies. Mais au lieu de payer, les 4 compagnies ont décidé de le poursuivre pour incendie criminel. La dernière chose dont Holmes avait besoin était un procès sur les bras ou la possibilité que la police s'intéresse à ses activités. Quoi qu'il en soit, il a décidé de s'éloigner de la ville des vents. Holmes a essentiellement parcouru l'Amérique pour commettre des escroqueries. Il s'est rendu à Fort Worth et a tenté de construire une propriété sur le terrain qu'il avait acquis après la mort de Minnie Williams. En 1893, Holmes est arrêté pour fraude à l'assurance. Il aurait déclenché un incendie dans une maison pour toucher l'argent de l'assurance, mais il a été relâché peu après son arrestation. Que cet incendie ait été une fraude ou non, il avait un plan beaucoup plus élaboré en cours. En prison, il fait la connaissance de Marion Hedgepath, qui connaît un avocat corrompu du nom de Jephthah Howe. Holmes prévoit de simuler la mort de son ami Ben Pitzel et d'obtenir une indemnité de 10 000 $, ce qui, à l'époque, représentait une somme d'argent qui pouvait changer sa vie. Holmes partagerait l'argent avec Pitzel et donnerait également 500 $ à Hedgepath en échange de la mise à disposition d'un avocat et de son silence sur l'affaire. En tant que nouvel homme libre, il épouse également sa 3e femme, Georgiana Yoke, et ce, bien qu'il n'ait pas divorcé de ses 2 premières épouses. Pour simuler la mort de Pitzel, Holmes utilise un cadavre qu'il peut se procurer auprès d'une école de médecine. Pitzel était un pharmacien et un inventeur amateur. Ils se sont donc arrangés pour qu'il soit engagé dans une expérience chimique et qu'il meure dans une explosion. Il suffit de créer l'explosion et de placer le cadavre sur les lieux du crime. Un changement de plan. À sa libération, Pitzel lui réserve une surprise de taille. Il savait que Holmes était un fraudeur, mais pensait que c'était là l'étendue de son mal. Il n'imaginait pas jusqu'où il irait pour commettre de tels crimes. Pitzel a été assassiné par Holmes, principalement pour que ce dernier puisse garder l'argent de l'assurance-vie pour lui tout seul. Après le meurtre, Holmes a simplement dit à Carrie, la femme de Pitzel, que son mari était entré dans la clandestinité. Holmes a dit à la femme veuve sans le savoir. « Il est en sécurité au Canada. Il m'a demandé d'encadrer ce corps. Il est tellement mutilé par l'explosion que personne ne pourra jamais le reconnaître. Vous l'identifierez et nous obtiendrons l'assurance. Votre mari m'a dit de vous donner la moitié et de lui apporter l'autre moitié. » Carrie était très malade et avait besoin de l'argent de l'assurance. En fait, elle était tellement malade qu'elle a envoyé sa fille Alice, âgée de 15 ans, pour identifier le corps. Comme de nombreuses femmes avant elle, Carrie faisait vraiment confiance à Holmes et le considérait comme un ami proche de son mari. Après l'identification du corps par Alice, l'adolescente est temporairement confiée à Holmes.
Ses deux autres enfants, Nellie et Howard, sont également envoyés vivre avec Holmes, dans l'espoir qu'ils retrouveront eux aussi leur père. Cela allège également la charge de Carrie, qui vit désormais avec sa fille aînée et le bébé qu'elle vient d'avoir. Pendant ce temps, quelque chose d'autre se préparait. De retour dans sa cellule, Marion Hedgepath est contrariée par le fait qu'il n'a toujours pas reçu un centime de Holmes. Il n'avait pas respecté sa part du marché et il n'allait pas non plus respecter la sienne. Il a décidé de parler à la police de Holmes et de ses frasques. Lorsque la police a parlé à l'avocat Jephthah Howe, celui-ci a expliqué que Holmes avait en fait tué Benjamin Pitzel, la queue chaude de l'homme. La police a d'abord trouvé Carrie et a été bouleversée par le fait qu'elle avait confié la garde de 3 de ses enfants à cet homme meurtrier en fuite. Holmes avait voyagé de ville en ville avec ses 3 enfants, leur promettant à chaque fois qu'ils rencontreraient un jour leur père. À chaque ville, à chaque voyage en train, on leur promettait à nouveau qu'ils rencontreraient leur père. Howard, le fils de Carrie, âgé de 8 ans, avait posé trop de questions. Lorsqu'ils s'arrêtent dans l'Indiana, Holmes loue une maison et y fait entrer Howard seul. C'est entre ces 4 murs qu'il l'a empoisonné, découpé et brûlé. C'est le 2e membre de la famille Pitzel qu'il tue. Il craignait qu'il y en ait d'autres. Après de longues recherches, la police a fini par rattraper Holmes. Il a été arrêté à Boston. Pour l'inspecteur Frank Geyer, qui l'avait suivi à travers les États-Unis, l'homme était enfin à portée de main. Cependant, Alice et Nellie Pitzel, âgées de 15 ans, étaient introuvables. C'est à Toronto que ces 2 filles ont été vues pour la dernière fois, et la police a été informée de l'existence d'un petit cottage pittoresque où elles pourraient se trouver. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais connaissant Holmes, il a pu dissimuler ses preuves. L'inspecteur Geyer a donné une description glaçante de ce qui s'est passé ensuite. Plus nous creusions, plus l'odeur devenait horrible. Lorsque nous avons atteint une profondeur de 3 pieds, nous avons découvert ce qui semblait être l'os de l'avant-bras d'un être humain. Il n'y a pas eu de blessés, et on soupçonne qu'il a laissé une valve de gaz fuir à l'intérieur de la pièce et les a fait mourir par asphyxie. Il s'agit d'un meurtre typique de Holmes. Le procès. Une fois arrêté, Holmes est interrogé. Dans un premier temps, il plaide innocent et décide de se représenter lui-même plutôt que de prendre un avocat. Il a été arrêté en Pennsylvanie, mais l'Illinois et Toronto voulaient également l'extrader. Cependant, la Pennsylvanie sera le dernier État où il mettra les pieds. Il a été reconnu coupable et a été exécuté. Après avoir perdu son appel, Holmes a commencé à faire de plus en plus d'aveux à la police et aux médias. Par l'intermédiaire du Philadelphia Inquirer, il a admis avoir tué 27 personnes. Cependant, Holmes étant après tout un escroc, son propre témoignage n'est pas non plus la source la plus fiable. Adam Selzer a déclaré « Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il a probablement tué 9 personnes au total. Il a avoué en avoir tué 27 à un moment donné. Mais plusieurs d'entre elles étaient encore en vie à l'époque. La plupart des corps retrouvés étaient tellement démembrés et déguisés qu'il est difficile de déterminer le nombre exact de ces victimes. Une autre histoire contestée est celle de la crémation des corps au rez-de-chaussée. Beaucoup ont affirmé qu'il était tout simplement impossible d'incinérer les corps avec le poêle à bois dont ils disposaient au sous-sol. Howard Schechter, auteur du livre Depraved on Schechter, a déclaré « Je pense que toutes ces histoires sur les visiteurs de l'exposition universelle qui ont été assassinés dans son château n'étaient probablement que des fabrications sensationnelles de la presse jaune. » Holmes aimait manifestement beaucoup les femmes. Cependant, Schechter affirme que Holmes n'était pas motivé par une quelconque forme de sadisme, mais par un pur appât du gain. Lorsque la presse a été informée de ce que Holmes avait fait, on n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il est souvent considéré comme le premier tueur en série d'Amérique, mais en réalité, il a été l'un des premiers. Comme Jack l'Éventreur à Londres, il était associé à la tradition et à la mythologie locale. Dans les journaux, on n'hésitait pas à inventer des choses et on ne laissait jamais la vérité entraver une bonne histoire. Les médias mentent. En faisant des recherches sur Holmes, Madame Schechter est tombée sur de nombreuses sources où les journaux ont admis par la suite que certaines histoires étaient fausses. Holmes n'a pas non plus fui les feux de la rampe et son avidité pour les êtres humains ne s'est pas encore estompée. Les journaux Hearst lui ont versé 7 500 $ pour ses aveux. Alors, je vous entends demander, pourquoi un homme qui sera bientôt pendu veut-il une telle somme d'argent? L'une des particularités de Holmes est qu'il a continué à soutenir financièrement sa première femme et leur enfant. Cet argent leur reviendrait apparemment. D'un autre côté, ses aveux lui permettraient également d'accroître son ego en devenant célèbre en tant que l'un des pires tueurs d'Amérique. Holmes lui-même exagérait et minimisait à la fois sa capacité à tuer. Il a notamment déclaré « Je suis né avec le diable en moi. Je suis né avec le diable en moi. Je n'ai pas pu empêcher le fait que je sois un meurtrier, pas plus qu'un poète ne peut empêcher l'inspiration de chanter. » Dans une autre citation, il a dit « Planifier et exécuter l'énorme quantité d'actes répréhensibles qui m'ont été attribués aurait été tout à fait au-dessus de mes forces. Aux portes de la mort.
Quoi qu'il en soit, Holmes a été reconnu coupable de 9 meurtres. Une fois la poussière retombée, il était temps de faire face à la musique. Avant sa pendaison, Holmes a demandé que son cercueil soit recouvert de ciment et qu'il puisse être enterré à 3 mètres de profondeur. Avec audace, il ne voulait pas que l'on creuse sa tombe. À 10h12, Holmes est pendu à la prison du comté de Moyamensing. Sa nuque a été brisée par la chute et son décès n'a été prononcé qu'une demi-heure plus tard. Un journaliste du Chicago Sun a remarqué qu'il était étonnamment calme lorsqu'il est arrivé à la porte de la mort. Sans attendre, ses mains furent liées derrière lui et le bonnet noir ajusté. Le shérif Holleman lui passa la corde au cou et, après un instant d'immobilité terrible, le bruit du verrou retentit comme un coup de pistolet et l'homme tomba à la renverse. Le merveilleux sang-froid de l'homme ne l'a jamais abandonné jusqu'à la fin. Même sur l'échafaud, il était probablement la personne la plus froide de l'assemblée solennelle. Le château du meurtre de Holmes a finalement été démoli et démonté. Sur le site d'origine, dans la succursale d'Englewood du service postal des États-Unis. Le gardien Patrick Quinlan est resté à jamais connu comme le gardien du château de Murder. Aucune charge n'a été retenue contre lui, mais il semble qu'il ait été rongé par la culpabilité de n'avoir pas compris ce qui se passait et de n'avoir remis en question aucun des comportements très douteux de son employeur. En fait, il a aidé Holmes à concevoir les trappes qu'il a utilisées pour commettre ses meurtres. En 1919, le gardien Patrick Quinlan s'est donné la mort. Il s'est empoisonné et a laissé une note disant « Je ne pouvais pas dormir ». Un héritage tordu. Bien qu'il soit mort au 19e siècle, un mythe a continué à l'entourer au fil des ans. Pendant de nombreuses décennies, les gens se sont demandé pourquoi il voulait que son corps soit enterré sous du ciment. Il est évident qu'il ne voulait pas que les gens fassent ce qu'il avait fait à beaucoup d'autres, mais il pouvait y avoir d'autres raisons. Après tout, cet homme était un escroc condamné, et il n'était donc pas prudent de le croire sur parole. Cela a donné lieu à une théorie de la conspiration selon laquelle la personne pendue n'était pas réellement H.H. Holmes. Dès 2017, le corps de H.H. Holmes a été déterré pour être testé. Grâce au ciment, son corps ne s'était pas décomposé naturellement, et même sa moustache était encore intacte. Ses dents ont permis d'identifier qu'il s'agissait bien de Holmes et de mettre fin à ce mystère. Holmes a peut-être menti sur bien des choses, mais c'est bien son corps qui a été pendu et enterré en ce jour fatidique. L'exposition universelle de Columbian, organisée par Daniel Burham, a laissé un héritage durable. Les fêtards qui se sont rendus à l'exposition dans la ville des Vents ont eu un premier aperçu de la vie au XXe siècle. De l'autre côté de la ville, H. Holmes était devenu l'un des premiers tueurs en série d'Amérique et, sans le savoir, il façonnait également ce qui allait suivre dans le monde moderne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur les vidéos que vous voyez devant vous.